Vladimir Vladimirovich Poutine. Lui, c'est un ancien espion dans un costume de président. Poutine. Enfin, pas seulement. Hurrah! Avant d'en arriver là, Vladimir Poutine a d'abord fait carrière au KGB. Un service qui, comme les autres bras du renseignement russe, affectionne la Suisse. Plusieurs affaires révèlent que le bassin lémanique est un point chaud de cet espionnage venu du froid. J'ai voulu comprendre pourquoi et comment les yeux de Moscou opèrent depuis la Suisse. L'affaire régate avec les meilleurs films d'espionnage. Elle commence à Londres, rappelle des faits. 4 mars 2018, la police britannique retrouve les corps de l'agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia gisant sur le sol d'un centre commercial de Salisbury. Verdict : empoisonnement au Novichok. Un poison qui provoque la mort par asphyxie. Sergei Skripal est dans le radar du Kremlin depuis longtemps. En 2006, il est condamné pour haute trahison. Moscou l'accuse en effet d'avoir vendu des informations aux Britanniques. Cela ne serait pas la première fois que la Russie se débarrasse d'un citoyen gênant. The main thing is to protect the political regime in the country, by all means. And that makes Russian intelligence agencies, which are successors to the KGB, by definition more brutal, because that's how they see their goal. They need to protect the political regime. L'enquête britannique révèle l'identité des 2 principaux suspects, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov. Le duo appartient au service secret militaire russe. Alexander Petrov et Ruslan Boshirov faisaient route vers le laboratoire de Spitz lorsqu'on les arrête aux Pays-Bas. Ce centre, au sud de Berne, a participé aux analyses neurotoxiques dans l'affaire Skripal. Les 2 espions menaient vraisemblablement d'autres missions en Suisse. Ils y auraient séjourné 6 fois, à Genève plus précisément. Cette présence gênante agite le Conseil fédéral. Le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, convoque l'ambassadeur russe et le rappelle à l'ordre. La Suisse ne peut pas tolérer, évidemment, qu'il y ait des actions d'espionnage sur son territoire. Dans la foulée, un rapport confidentiel du service de renseignement de la Confédération fuite dans la presse suisse. Il est formel. À Genève, un diplomate russe sur 4 est un espion. Les services russes sont considérés comme des services offensifs. Ils le sont de très longue date pour les services suisses, pour le contre-espionnage suisse. Donc, pour répondre à la question, oui, la présence russe était connue des services suisses. C'est une évidence. Rien d'extraordinaire pour cet ancien du service de renseignement suisse. Jean-Paul Rouillet est aujourd'hui responsable du groupe d'analyse du terrorisme au Centre de politique de sécurité de Genève. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on sait que les Russes sont, en tout cas en termes de renseignement humain, au moins aussi agressifs, si ce n'est plus, que les États-Unis. Ça, c'est une évidence. Et qu'une ville comme Genève est pour eux une ville dans laquelle disons qu'ils ont une présence qui est assez active. Pourquoi la Suisse intéresse-t-elle autant Moscou ? Pour le comprendre, il faut s'immerger un instant dans la structure et la psychologie du renseignement russe. On vous explique. En 1991, l'éclatement de l'URSS disloque le KGB, qui accouche de plusieurs agences. Au renseignement extérieur, le SVR est particulièrement actif dans l'espionnage économique, industriel et technologique. Il s'agit de l'équivalent de la CIA aux États-Unis ou du MI6 en Grande-Bretagne. Le GRU est le service de renseignement militaire. Ces agents mènent des missions spéciales aux méthodes parfois brutales. Quant à la sécurité intérieure de la Russie, elle est assurée par le FSB. Vladimir Poutine en prend la direction en 1998, un an avant de devenir président.
Путин. De manière inattendue, mon enquête se poursuit dans les Alpes françaises. C'est à Champs-Rousse, à l'est de Grenoble, que se terre un ancien du KGB. Je m'engage à travailler secrètement avec le KGB en tant qu'agent. Sergueï Girnov est un habitué des médias. Pourtant, il a failli me filer entre les doigts. Je devais le rencontrer à Thonon avant qu'il n'annule au dernier moment. Ces raisons, la proximité avec la Genève internationale qui assure l'immunité diplomatique et une quasi-impunité opérationnelle aux agents russes dans un rayon de 60 km. En tant que réfugié politique, Sergueï Girnov court un réel danger d'être enlevé ou liquidé. La cour d'appel de Moscou avec la valise de compromat. Jusqu'en 1991, Sergueï Girnov travaille comme interprète pour l'agence de renseignement russe. Cette carrière démarre dès l'enfance, dans les jeunesses communistes du parti. Le KGB observe de près le parcours scolaire de ses futurs membres. Et à l'âge d'entrer à l'université, le service recrute les meilleurs. Mes camarades de classe, c'est les fils de généraux de KGB. Comme camarade de promotion, j'ai le petit-fils du secrétaire général du parti, Léonid Brejnev. Et cette école, c'est quelque chose entre Sciences Po Paris et l'ENA. C'est le vivier où le KGB, le GRU, recrute les futurs officiers de carrière. Amis, famille, le KGB passe l'entourage de Sergueï au peigne fin. Notre apprenti espion subit ensuite une batterie de tests et de mise en situation. Vient l'heure des premières missions, en France, où il infiltrera l'ENA, l'École nationale des élites françaises. Le KGB, c'est un service de renseignement idéologique. Ils sont omnibulés par la lutte pour le communisme mondial. Ça veut dire qu'ils se prennent vraiment pour des gens qui vont changer le monde. Et donc, c'est le bras armé du Parti communiste. Et donc, ils vous présentent pour être un petit soldat sur le front idéologique. Et ils vous racontent que quand vous allez partir à l'étranger, dans les pays capitalistes, vous allez vous retrouver sur la ligne de front, la première ligne de front de cette guerre idéologique. Malgré la dissolution du KGB, malgré les réformes, cette idéologie n'a jamais quitté le renseignement russe. Mes recherches se poursuivent à Londres. C'est dans la capitale britannique que Irina Borogan et Andrei Soldatov ont trouvé refuge début 2021. Depuis plus de 20 ans, ces deux journalistes d'investigation russes enquêtent sans relâche sur les services secrets russes. Menacés, censurés, diffamés, interrogés par les services, Irina et Andrei n'ont jamais plié. Jusqu'à la pression de trop. Puis, l'exil. They were accepted by the authorities as people who operated normally and professionally. So it means that kind of operation could be repeated and repeated and repeated. Again, it's not about collecting intelligence, it's about killing people. And we might think that we are sloppy and not very competent, as Irina said, but it's a very important point that they've never been punished for that. And the problem is that specifically Russian military intelligence has a very special kind of mentality. It's called military intelligence not for nothing. It means that they are trained to do their job no matter what. Genève, justement, se révèle un camp de base idéal pour préparer ces missions spéciales. It's a really long tradition for Russian military intelligence to have some sort of operational base in Geneva. And it started even before the revolution. Like Russian revolutionaries were based in Geneva, and some of the Russian military intelligence during the war were based in Geneva, and they had some meetings there. So it's a kind of time-honored tradition to have some presence in Switzerland and specifically in Geneva. La présence des organisations internationales n'explique pas tout. Il y a les banques, les pôles technologiques de la région lémanique aussi.
des cibles attractives pour cet espionnage venu du froid. J'en parle à Genève avec Julien Nossetti, expert de la Russie et de la surveillance électronique. Alors, le PFL, un nid d'espions russes ? Je n'ai pas dit directement que le PFL est un nid d'espions russes, mais c'est typiquement la cible idéale pour de jeunes officiers du renseignement russe. La Russie, sur certains segments technologiques, se heurte à des pénuries de cadres, d'expertise, d'où aussi une volonté de capter ces expertises, des savoir-faire, des brevets, propriétés intellectuelles, auprès de pays étrangers. La place financière suisse attire tout particulièrement les espions russes. Ça va intéresser la Russie pour plusieurs raisons. D'une part, parce que certaines élites dirigeantes en Russie y ont des intérêts financiers, et d'autre part, parce que ça va permettre aussi aux services de renseignement de surveiller des placements qui ont été faits par des dissidents. Donc c'est à la fois un intérêt de renseignement extérieur, de renseignement offensif, qui est entrepris par ces services, et en même temps de contre-espionnage, parce qu'il s'agit aussi de suivre l'activité de leurs concitoyens russes, finalement, sur le sol suisse. Face à un tel succès, qu'en pense le service de renseignement de la Confédération ? Sans surprise, il ne détaille pas. Cher monsieur, merci pour votre message. Le service de renseignement ne s'exprime pas publiquement sur ses activités opérationnelles, en vous remerciant pour votre compréhension. Le 16 juin 2021, Vladimir Poutine et Joe Biden se rencontrent à Genève. Un moment historique pour la Suisse. Une occasion pour les deux grandes puissances mondiales d'asseoir leur autorité et leur influence. Au milieu de cette guerre d'ego, la Suisse joue les médiatrices. Elle ne peut pas faire plus, jusqu'à l'escalade, le 24 février 2022. Le conflit qui éclate aux portes de l'Europe pousse la Suisse à sortir de sa coquille. Einem Aggressor in die Hände zu spielen ist nicht neutral. Fait rare dans son histoire, elle choisit son camp. Even Switzerland are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Entre les Russes et les Américains, son cœur balance à l'ouest. Mais au prix de quelles sanctions ?